Bonsoir. Donc ce soir, un Facebook Live sur l'énéagramme et sur du développement personnel, en fait, en ce qui concerne la connaissance de soi. Donc, à quoi ça sert de mieux se connaître? Ça, c'est la grande question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce que c'était important, est-ce que c'était intéressant de mieux se connaître ou pas? Moi, si j'ai une réponse à vous donner, elle est toute faite, c'est oui. Ah ça y est, ça marche. Magnifique. En fait, il y a un philosophe qui est un petit peu connu qui a dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Alors ça peut paraître un peu fantaisiste ou un peu ésotérique, mais c'est juste que la connaissance de soi va mener en fait à ce qu'on appelle une élévation de conscience et par la suite une élévation spirituelle, et ça mène en fait à quelque chose qu'on appelle la notion d'unité et non plus de dualité comme il existe un peu trop souvent sur notre petite planète. Et donc c'est pour ça que la connaissance de soi, là ce soir c'est plus sur de la psychologie, sur du comportement. Donc on va pas du tout parler spiritualité, enfin je pense pas que je vais déborder jusque là, mais en tout cas voilà, c'est pour vous donner un peu, je dirais une approche de ce qui peut conditionner certains de nos comportements, et ce qu'il faut essayer de voir dans l'énéagramme, c'est pas là pour fermer les gens, c'est-à-dire les mettre dans une case et puis ils ne peuvent pas en sortir, au contraire, c'est vraiment pouvoir découvrir que nous tous, nous avons certains comportements qui ont été étudiés et vous allez vous retrouver dans ce que je vais vous décrire ce soir, sachant qu'il y en a forcément quelques-uns qui vous correspondent beaucoup plus. Et vous allez voir au niveau de l'énéagramme, on va parler de typologies, de 9 typologies complètement différentes, qui sont complètement complémentaires. Et donc je vous ai fait sur un paperboard derrière, j'espère que vous allez bien voir, normalement ça passe. Et donc, au niveau de ces typologies, eh bien, on va déjà diviser les trois typologies en trois catégories, trois premières catégories en fonction de la façon dont on a de percevoir le monde. Donc pourquoi je fais ce Facebook Live ce soir? Eh bien, c'est tout simplement aussi pour présenter une formation que je propose sur l'énéagramme, une formation de 3 jours qui aura lieu après la rentrée en septembre. Formation de 3 jours qui va consister justement aux personnes qui participeront bien de découvrir quelle est leur typologie. Et du coup, une fois qu'on sait quelle est cette typologie, bien pour certaines personnes, ça va les déculpabiliser de pas mal de choses. Première action, c'est de déculpabiliser, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on agit comme ci ou comme ça. Quand on est dans sa zone de confort, en fait, on va avoir tendance à basculer sur une autre typologie, et quand on est en stress, on va basculer sur une autre typologie. C'est-à-dire qu'en fait, nos comportements découlent très facilement de la typologie à laquelle on appartient. Ça, c'est une première chose. Et puis c'est aussi, l'énéagramme, ça permet de mieux comprendre comment est-ce qu'une personne va fonctionner, comment est-ce que soi-même on va fonctionner, et du coup comment fonctionnent aussi les autres. Et donc ça va faciliter la communication interpersonnelle. Je vais y revenir tout de suite après. Et pendant cette formation, en fait, eh bien, ce qu'il y a de génial, c'est que Fabienne qui pose une question. Je ne sais pas de qui tu parles, Fabienne. Cette personne ne fait pas spécialement partie de mon environnement, en tout cas ce soir, donc c'est hors sujet. Voilà, merci à toi. Et donc, ça va permettre aussi de comprendre que les autres personnes n'ont pas forcément les mêmes modes de communication, les mêmes modes de fonctionnement. Et quand on connaît cette typologie, qu'on arrive à analyser un peu dans le discours de la personne à qui on a affaire, eh bien, on va pouvoir adapter son discours, adapter sa façon d'être de manière à ce que la communication soit beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que soi-même, on se fasse comprendre de l'autre, mais aussi que l'autre personne, en effet, puisse vraiment se sentir écoutée, et que notre attention soit complètement appropriée par rapport à la personne à qui on a affaire. Mais j'espère, Fabienne, que tu plaisantes. Moi aussi, je plaisante, bien sûr. Au sujet de l'énéagramme, autre chose, c'est que, en effet, quand on va sortir de sa zone de confort, eh bien, on va en fait changer complètement de comportement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement naturel qui est ce qu'il est. Et quand on va passer dans une zone de stress, dans une zone d'anxiété, eh bien, nos comportements vont carrément changer, et l'énéagramme va aussi l'expliquer. Et donc, pendant ces 3 jours de formation, les personnes qui participeront vont découvrir quel est leur alien type, comment faire pour mieux communiquer avec les autres personnes, comment faire pour mieux gérer leur stress, puisque du coup, elles basculent dans un autre comportement. Ça, ce seront les 2 premiers jours. Et le 3e jour, donc là, c'est la formation à la Pelletier, parce que du coup, je me suis dit, tiens, je vais inventer... En fait, j'ai 2 personnes qui sont avec moi dans la salle, là, donc je vais les regarder une fois de temps en temps. Mais j'ai inventé le mot à la Pelletier, c'est-à-dire que la 3e journée,
vous allez voir tout à l'heure, en fait, chaque typologie est conditionnée par des blessures. Alors on peut retrouver les 5 blessures de Louise Bourbeau, évidemment, mais il y a 9 typologies, donc ça va un peu plus loin de ça. Mais donc, nos comportements sont conditionnés par rapport à ce qu'on a pu vivre durant notre enfance, et même là, ça va encore plus loin que l'enfance, puisque je dirais quelque part, on est vraiment conditionné dans nos typologies très très tôt, très très jeune. Voilà, j'essaie de faire défiler les commentaires, et je vais m'embêter comme d'habitude, parce que là, je ne les vois pas, donc c'est si, non, oui, oui, c'est bon. Donc la troisième journée va consister en quoi? Comme vous le savez, je suis un peu spécialiste des constellations familiales et systémiques, par rapport à la gestion des émotions aussi. Et donc, troisième journée, les personnes toutes les personnes qui participent à la formation auront le droit à une constellation en groupe pour justement déprogrammer le plus possible cette blessure inconsciente qui est là, qui est sous-jacente et qui conditionne sa typologie. Alors c'est-à-dire qu'on ne va pas changer complètement le caractère de la personne, on ne va pas changer son identité non plus, c'est pas ça qui va se passer. Mais si je prends une certaine typologie, par exemple la typologie 1, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la typologie 1, ce sont des personnes qui peuvent être complètement obsédées quelque part dans leur travail, par exemple, qui peuvent être énormément catégoriques et qui peuvent devenir psychorigides. C'est-à-dire qu'à l'extrême, une typologie 1, ça peut être une personne qui va être psychorigide, c'est-à-dire qui va complètement être fermée à son environnement. Mais ça se détermine par cette blessure inconsciente liée à l'enfance. Et le but de se déprogrammer de ça, c'est de permettre à cette personne de ne jamais justement atteindre cette psychorigidité et de pouvoir admettre ses erreurs, de pouvoir avoir beaucoup plus de souplesse avec elle-même et avec les autres. Voilà, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais commencer à lire vos commentaires. Alors j'espère que vous voyez bien, hop, je quitte l'écran, ce que j'ai marqué derrière. Et il faut que vous me disiez si vous pouvez me faire un petit commentaire. Normalement, c'est bon. Mais alors, ce qui me déçoit, c'est que j'ai fait des essais. Et en fait, c'est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des essais, c'était à l'endroit quand j'ai fait mes essais. Donc, il n'y aura pas trop de choix. En fait, l'énéagramme, alors après, vous pourrez retrouver ces informations sur Internet. Vous tapez sur Google l'énéagramme et puis vous allez retrouver les cercles comme celui-ci que j'ai pu dessiner. En fait, on va se diviser. Alors, je vais le faire différemment. Ouais, c'est compliqué parce qu'écrire à l'envers, je suis pas très doué. En fait, on va avoir, pour représenter l'énéagramme, on va avoir un cercle. On va tracer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et puis, le principe de l'énéagramme, c'est de se dire, ok, dans le genre humain, on va diviser les 3 personnes en 3 catégories complètement différentes et complémentaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui seront beaucoup plus dans l'action, dans le faire, qui sont des personnes, on va dire aussi kinesthésiques. C'est-à-dire que ces personnes vont avoir une façon de s'exprimer qui va vraiment être avec une façon, un vocabulaire qui est le faire, qui sont que des verbes d'action essentiellement. C'est-à-dire que pour elles, exprimer quelque chose, ce ne sera pas forcément par rapport à des émotions, à des sentiments, ce seront vraiment par rapport à des verbes d'action. Il y a forcément des personnes parmi vous qui se retrouvent dans cette typologie-là, mais qui vont aussi se retrouver dans toutes les autres. Et vous allez me dire, ouais, mais moi je suis un peu des 3. C'est pour ça que justement j'organise une formation, pour pouvoir faire le tri en soi-même, pour se dire, ouais, je suis un peu des 3, mais je suis quand même fondamentalement beaucoup plus celle-ci, et je comprends que je suis en effet telle ou telle typologie. Après, vous allez avoir des personnes qui sont beaucoup plus dans l'émotion, dans tout ce qui est ressenti, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, en effet, vont avoir beaucoup plus de facilité à s'exprimer avec des mots comme c'est beau, c'est joli, voilà ce que je ressens. Je me sens comme ceci, je me sens comme cela. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus connectées à leurs émotions. Et donc, pour elles, c'est assez facile, en fait, d'exprimer ce qu'elles ressentent. Voilà. Et puis, vous avez une autre, troisième catégorie, ce sont des personnes... ouais, je devrais faire au miroir. Oui, je sais, mais là, en fait, je sais pas. Pour moi, c'était bon, c'était OK, puis en fait, ça passe pas, c'est à l'envers. Excusez-moi pour voilà. Ce truc qui est pas terrible, mais je peux pas faire autrement, là. Je suis un peu pris de court maintenant. Donc la troisième catégorie, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans le mental, et ce sont des personnes qui peuvent vraiment avoir tendance à avoir un mental qui est super actif et qui peut justement les freiner tant dans l'action que aussi pour écouter leurs émotions. Donc ça c'est tout à fait logique puisqu'en effet, en fonction de l'approche naturelle que chaque personne va avoir, eh bien, elle aura plus de facilité, une personne qui est dans l'action,
elle aura beaucoup plus de facilité pour passer à l'action sans forcément beaucoup réfléchir avant d'agir. Une personne qui sera dans l'émotionnel, eh bien, elle va plutôt essayer de ressentir les choses, écouter peut-être plus son intuition avant d'agir. Et une personne qui sera beaucoup plus dans le mental, eh bien, si on prend les typologies 5 par exemple, ou les typologies 6, ce sont des personnes qui généralement, avant d'agir, que ce soit pour partir en vacances, réaliser un projet ou changer de métier par exemple, eh bien, vont avoir besoin d'être rassurées, d'avoir beaucoup d'informations, parce qu'en fait, elles ont besoin de pouvoir bien cadrer les choses de manière à avoir vraiment un projet qui soit déjà bien construit mentalement avant de pouvoir agir. Hein. C'est une notion de rassurance quelque part, elles ont besoin d'être rassurées, mais c'est leur fonctionnement qui est, bah non, là, il faut que ça cogite là-haut avant de pouvoir agir. Alors, ce qui est passionnant, c'est que j'en ai déjà parlé dans un autre live, je vais revenir, hop, c'est que, il y a des petits commentaires, ok. Tu es quoi toi? Ben, je vous laisse deviner, si vous savez quelle typologie je suis après le live, eh bien c'est parfait, vous êtes vraiment, je pense, super fort, et puis autrement vous le saurez quand je ferai la formation. En fait, une étude a été faite auprès de mamans qui étaient enceintes et qui allaient passer une échographie pour mesurer en fait quelle était l'incidence du stress de la maman sur le bébé. Et donc, ils ont observé 3 comportements complètement différents chez les bébés. Et moi, je fais une analogie entre le comportement de ces bébés et puis justement ce que nous dit l'énéagramme. C'est-à-dire que ces 3, je dirais, conditionnements d'être dans le faire, l'agir, le ressenti, les émotions, ou d'être vraiment dans la réflexion, dans l'apprentissage des connaissances, eh bien, quelque part, on est conditionné à être comme cela, vraiment depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, en fait, donc depuis quasiment le moment où il y a eu fécondation, c'est-à-dire que le stress auquel étaient soumis les mamans, c'est on leur a demandé de chanter. Donc en fait, les mamans n'ont pas forcément l'habitude de chanter en permanence, et surtout devant du public. Enfin là, c'était l'obstétricien et puis peut-être la sage-femme, en tout cas la personne qui fait passer l'échographie. Donc ça lui mettait un petit stress. Et donc avec leurs appareils, ils ont mesuré si le stress que ressentait à l'instant T où la maman ressentait le stress, si l'enfant ressentait aussi un stress. Et donc vous avez un tiers des enfants qui n'ont eu strictement aucune réaction. Rien, nada. Voilà, aucune réaction au stress de la maman. Vous avez un autre tiers des enfants, en fait, ça a été beaucoup plus contenu, mais il y a augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle, c'est-à-dire qu'il y a bien un ressenti de stress, mais c'est beaucoup plus contenu à l'intérieur de lui. Et puis le troisième, autre tiers des enfants, en fait, eh bien, c'est qu'ils ont carrément tapé des poings, tapé des pieds, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé physiquement eh bien, le stress qu'ils pouvaient absorber de la part de maman. Donc, en effet, je dirais que l'énéagramme, de par les personnes qui ont mis en place l'énéagramme, alors je ne vais pas faire tout l'historique de l'énéagramme ce soir, parce que si ça va me prendre beaucoup plus d'1 heure, et ce n'est pas le sujet que je vais aborder, je veux vraiment vous intéresser à cette façon d'aborder les personnes et de vous aborder vous-même. Mais donc en fait, c'est pas juste une invention de l'esprit, c'est-à-dire que concrètement parlant, eh bien, en effet, on peut nous diviser en 3 catégories, et nous aurons 3 façons différentes de percevoir le monde qui nous entoure. C'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque personne, en fait, peut être catégorisée, entre guillemets, dans ces 3 catégories que je viens de vous citer. Hop. Voilà. Donc, on a 9 typologies, je vais vous les énumérer les unes à la suite des autres, de manière à ce que vous compreniez qu'en effet, quand on va s'adresser à une personne qui fait partie du même ensemble de perception du monde extérieur, et bien en fait la communication est relativement facile. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le faire, et bien en fait elles vont employer quasiment le même vocabulaire. C'est-à-dire que vous emmenez par exemple différentes personnes à aller voir un film au cinéma. Et puis, à la fin du film, vous allez les interviewer. Eh bien, vous pouvez quasiment être sûr que les personnes qui ont la typologie, parmi les 3 typologies qui sont dans le faire, dans l'action, eh bien, elles vont employer à peu près le même vocabulaire. C'est-à-dire qu'elles vont dire « Ah bah ouais, les scènes étaient bien tournées, les acteurs ont bien joué, ils ont vraiment eu une excellente façon de faire les effets spéciaux. » Voilà, c'est un vocabulaire en fait qui va revenir assez souvent. Et puis les personnes qui sont dans leur ressenti vont dire « Ah ben c'est vraiment un film magnifique, j'ai vraiment adoré ce film.
J'ai beaucoup pleuré, à un moment il y a une scène émouvante, voilà, par exemple si vous prenez les deux, il y a ou les quatre, il y a de fortes possibilités pour que ces personnes aient ressenti énormément d'émotions et qu'elles les aient ressenties, voilà, de la tristesse ou de la joie en fait. Du coup, ce sont des personnes qui auront vécu le film vraiment au niveau de leurs sensations et de leurs ressentis émotionnels. Et par contre, pour elles, comment les scènes ont été tournées, les paysages ont été beaux, mais elles ne vont pas parler de la partie technique. Ok. Et puis vous avez la troisième catégorie, ce sont les personnes qui sont beaucoup plus dans le mental, et là qui vont se dire, ouais en fait les dialogues étaient peut-être pas assez travaillés, je comprends pas parce qu'au niveau historique en fait il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas cohérent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'articuler sur la façon, je dirais, intellectuelle du film, donc pas forcément dans sa façon dont il a été fait, dont il a été produit, pas forcément les émotions qui ont voulu transparaître, mais plus sur, en effet, comment ça a été cogité, comment ça a été réfléchi pour faire telle ou telle scène. Voilà, oui, là, ça a vraiment été très malin de leur part de faire venir tel personnage à tel moment, etc., etc. Et donc, du coup, si vous, dans votre profession, vous êtes amené à travailler avec plusieurs interlocuteurs, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien parler du même sujet, vous allez parler exactement du même projet, mais vous n'allez pas réussir à forcément bien vous comprendre les uns les autres. Parce que chaque personne aura sa façon à elle de percevoir le projet et aura sa propre façon d'exprimer ce qu'elle ressent, ce à quoi le sujet, le projet lui fait penser, lui fait réfléchir, ou comment la personne pourrait faire les choses. Et c'est là où c'est super intéressant de connaître l'énéagramme parce que, et bien justement, quand vous connaissez votre typologie, imaginons que vous soyez vraiment une personne qui soit dans la réflexion, dans le fait de cogiter, d'avoir le maximum d'éléments pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir, et puis que vous ayez un de vos collègues en fait qui lui soit dans l'action et qui lui n'a pas besoin de autant d'éléments pour passer à l'action par rapport au projet, et peut-être il pourrait vous faire un petit peu paniquer parce que vous dire bah ouais mais là méfie-toi parce que là tu te lances dans l'aventure, on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela, donc vous allez mettre énormément de points de vigilance parce que vous avez besoin de ça et c'est certainement fondé. Mais par contre, l'autre personne qui est dans l'action, qui est dans le faire, eh bien elle, quelque part, non, c'est son mode de fonctionnement, c'est j'agis, et peut-être qu'après, je vais réfléchir. Alors j'exagère à peine. Il y a sûrement des personnes parmi vous qui se reconnaissent là-dedans, c'est-à-dire que eh bien, ça leur est déjà arrivé d'agir peut-être sur un coup de tête, peut-être sur on va dire un coup de folie, et puis elles se sont dit au bout d'un moment, ouais, en fait j'aurais peut-être dû tempérer, temporiser et puis ne pas aller aussi vite en besogne et puis en effet prendre du recul, me poser quelques questions avant d'agir. Ok. Et puis vous avez aussi des personnes qui pourront être, par exemple, dans votre équipe, là, pour le projet professionnel, eh bien, qui vont être dans leur ressenti. Et là, en fait, ce sont des personnes, eh bien, elles ne vont pas forcément chercher à avoir des informations techniques, mais par contre, elles auront peut-être, je dis bien peut-être, plus de facilité à écouter leur ressenti. Ah ouais, mais là, en fait, ça me plaît ce truc-là, ou là, ça me plaît pas. Et en fait, ce sont des personnes qui peuvent avoir, je dis pas qu'elles l'ont toutes, mais qui peuvent avoir plus de facilité à écouter leur intuition. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus dans le monde du sensible. En fait, elles vont percevoir les choses de manière non pas réfléchie, mais au niveau de leur sensibilité. Alors, sachant que, quelle que soit la typologie à laquelle on appartient, l'intelligence et l'intuition sont réparties de manière équitable et égale dans toutes les typologies. Maintenant, c'est qu'est-ce que chaque typologie va en faire. C'est-à-dire que si je parle de l'intuition, l'intuition c'est vraiment écouter des ressentis qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas matérialisables, hein, c'est vraiment des idées, des pensées qui peuvent nous venir comme ça. Eh bien, les personnes qui sont trop dans la réflexion peuvent avoir beaucoup de mal à écouter leurs intuitions. C'est-à-dire qu'elles auront besoin en permanence d'être rassurées, d'avoir des éléments, d'avoir le maximum de connaissances avant d'agir. Et elles vont se dire, bah ouais, en fait, là, ce coup-ci, mon intuition en fait était bonne et elle s'est vérifiée par l'expérience, par toutes les connaissances que j'ai acquises au préalable. C'est une bonne chose puisque quelque part, l'expérience a prouvé que son intuition se corrélait avec toutes ces connaissances qu'elle a pu acquérir. Mais une personne qui est dans le faire, si je dirais il y a un peu cette fougue qui peut être avec le faire, eh bien, elle peut ne pas forcément écouter son intuition, elle non plus. Et tant mieux si elle l'écoute évidemment, mais si elle ne l'écoute pas, eh bien, c'est qu'elle peut passer à l'action par rapport à ce qui lui tient à cœur, par rapport à vraiment un élan qu'elle peut avoir.
alors que son intuition peut lui indiquer peut-être l'inverse, ou en tout cas d'autres directions à prendre. C'est pour ça que les typologies 2, 3 et 4, qui sont des typologies qui sont beaucoup plus dans le ressenti, eh bien, ce sont des personnes qui vont, à mon avis, avoir plus de sensibilité et plus de finesse à écouter leur intuition. Et c'est vraiment un outil qui peut vous aider au jour le jour, l'intuition, parce que une fois j'avais vu une interview à l'époque où j'avais encore la télévision, donc ça fait quelques années, j'avais vu une interview en fait d'un grand architecte français qui disait moi je suis pas plus intelligent que les autres, je n'agis que à l'intuition. En fait, ce type-là, il était super connecté à son intuition, il savait l'écouter et il suivait son intuition. Donc quel que soit le projet, c'était un grand architecte français qui était super connu, c'est pour ça qu'il a été interviewé. Et donc en effet, en toute humilité, comme il disait, moi je suis pas plus intelligent qu'un autre, quoi. Mais par contre, je suis super connecté à mon intuition et puis je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et comment le faire. Donc voilà, je vous ouvre le sujet là-dessus. Ok, c'est tout le sujet de notre société, Fabienne, apprendre à communiquer. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions sur le chat, eh bien n'hésitez pas. Alors, sachant que les questions, je les ai en rediff, là, sur mon écran d'ordinateur à côté, donc il y a 30 secondes d'écart à peu près. Donc, les typologies qui sont beaucoup plus dans le faire, ce sont les typologies 8, 9 et 1. Alors, je ne les prends pas dans l'ordre volontairement parce que ce que je fais, c'est que je parle vraiment par rapport aux perceptions et aux axes aux sensibilités de chaque typologie. Donc les typologies 8, 9 et 1 sont plus dans l'action. Celles qui sont plus dans les ressentis, ce sont les 2, 3 et 4. Et après, celles qui sont beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans le mental, ce sont bien, les autres, celles qui restent, les 5, 6 et 7. Alors je vais essayer d'écrire à l'envers sur le tableau, mais ça va pas être simple. Rock and roll. Du coup, voilà, je vous avais fait des beaux ronds. J'avais bien dessiné. J'avais bien travaillé. Eh ben tant pis, je vais rester comme sur sur celui-là. En fait, donc je vous invite vraiment à aller sur Google, à taper Enneagram. Là, ce que je vais vous dire ce soir, vous allez le retrouver, sauf que là, il y a moi qui parle, et puis du coup, je vous présente en fait. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir quelqu'un qui vous explique plutôt que juste faire une lecture. Vous dites, ouais, ok. Non, là, j'explique pourquoi. Si je prends par exemple la typologie 1, donc c'est des gens qui sont dans le faire, en fait, on va les appeler des perfectionnistes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont vraiment avoir le goût du détail, qui vont vraiment avoir cette capacité à percevoir tout de suite qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va bien, si c'est bien droit, si c'est correct. Et ce sont des personnes qui vont plutôt avoir le goût pour mettre les choses en ordre. Donc il y en a sûrement parmi vous qui se reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils vont me dire c'est vrai que chez moi, il faut que les meubles soient propres, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui soit de travers, même les cadres, un tableau, je vois tout de suite s'il y en a un qui est de travers. Donc là, on peut se dire, tiens, c'est peut-être une typologie 1, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce souci du détail où la personne apporte vraiment beaucoup d'importance. On va les appeler des perfectionnistes. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ces perfectionnistes peuvent être... Alors, j'ai un commentaire. Okay. Au pire des cas, ce sont des personnes qui peuvent être en effet psychorigides, c'est-à-dire que malheureusement, c'est elles qui ont raison et pas les autres. Ça fait partie d'un extrême de la typologie 1. Il n'y a rien de catastrophique, si ce n'est que pour les autres, pour leur environnement, ça peut être un peu difficile à gérer parce que quelque part, elles ne veulent jamais démordre, c'est elles qui ont raison, coûte que coûte, et de toute façon, elles ne pourront jamais dire que soit qu'elles ont tort, soit avoir des difficultés à se remettre en cause, puisque pour elles, non, moi je sais que c'est comme ça et c'est pas autrement. Certaines personnes sont psychorigides. Et ce sont souvent d'ailleurs. Et je lis. C'est Onomura. Je sais pas ce que tu as marqué, Camille, mais je sais pas. Ensuite, on a la typologie 2. Donc là, ce sont des personnes qui, on va les caractériser comme altruistes. Donc l'altruisme, c'est pouvoir vraiment donner aux autres de sa personne sans rien attendre en retour. Chez les deux, on va retrouver beaucoup de personnes qui font partie des personnels soignants, des personnels qui sont accompagnants, on va retrouver pas mal de thérapeutes. On peut aussi retrouver en fait des personnes qui vont aimer le contact avec les autres et qui vont aimer donner de leur personne pour les autres. Alors, on va dire, c'est super parce qu'il en faut, je suis d'accord avec vous. Sauf que là, j'ai pas dessiné le triangle de Cartman. On va avoir les trois personnages avec le sauveur, mais justement, le sauveur,
on va le retrouver souvent dans les typologies 2. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir tendance à donner tellement de leur personne que ça peut aller très très loin. Et si elles tombent sur une personne qui va se présenter comme victime, hein, je reprends le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, eh bien les deux vont se faire vider. Elles vont se faire vider de leur substance, de leur énergie par une personne qui va être victime. Mais en fait, elles, dans leur psyché, elles sont altruistes, c'est-à-dire qu'elles aiment donner à l'autre, quitte à s'oublier. Donc la méfiance plus, moi j'en ai retrouvé des personnes, quel que soit l'âge en fait, hein, même des jeunes qui avaient 18 ans, qui en effet m'ont dit, ben ouais, moi je me suis senti à plusieurs fois comme si on m'avait utilisé. Ah, je dirais que c'est le terme qui convient, puisque ce sont des personnes qui peuvent avoir, on va dire, un cœur grand ouvert comme ça, et qui vont en effet donner de leur personne, mais voilà, en fonction de la personne avec qui elles ont affaire, elles peuvent se faire vider. Donc méfiance. À côté de cela, évidemment, les deux, eh bien, je dirais que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont dans l'accompagnement à titre professionnel, elles sont tout à fait à leur poste, tout à fait dans leur rôle, et elles s'épanouissent complètement dans ce domaine-là. Ensuite, on a des 3. Eh bien, les 3, en fait, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à vraiment vouloir exprimer un besoin de reconnaissance. Donc, on va les appeler des battants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir énormément d'énergie, qui, généralement, dans une structure, une entreprise, vont chercher à gravir les différents échelons de manière à se faire reconnaître de leur hiérarchie, à se faire reconnaître de leur famille, à pouvoir, en fait, sortir du lot de manière à briller en société. Alors là, c'est pareil, je vais vous donner les bons côtés de chaque typologie, et puis le côté qui gratte un petit peu. Bon là, ça gratte plus qu'un petit peu, puisque les personnes qui sont perverses narcissiques, malheureusement, c'est des 3. En fait, un 3 qui tourne mal est un 3 qui peut devenir pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il a vraiment une blessure de l'enfance, une blessure de reconnaissance qui vient vraiment appuyer très fortement sur lui. Et vous avez beaucoup de... Je ne dis pas que tous les commerciaux que vous allez croiser sont des 3, mais vous avez beaucoup de commerciaux qui sont des typologies 3, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne vont pas hésiter à brasser beaucoup d'air, souvent à mentir, c'est-à-dire qu'elles n'hésiteront pas en fait à peut-être exagérer les choses de manière à vendre pour pouvoir se mettre en valeur, pour pouvoir faire le meilleur chiffre d'affaires, pour pouvoir dégager la meilleure marge et pour pouvoir se faire reconnaître, valoriser par leur hiérarchie. Et par contre, les 3, ce sont des personnes, eh bien, je dirais, si vous les avez en élément moteur dans une équipe, eh bien, en effet, si elles sont pas en rivalité, mais en concurrence avec d'autres équipes, les personnes qui feront partie de leur équipe, eh bien, elles vont monter avec elles. Et comme ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui peuvent avoir énormément d'imagination, et qui vont aussi avoir généralement beaucoup de connaissances, mais de connaissances humaines, c'est-à-dire qu'elles ont énormément de facilité pour s'entendre avec beaucoup de personnes, beaucoup de relations, voilà, cherchez le mot. Ce sont des personnes qui peuvent avoir beaucoup de relations. Et bien en fait, elles vont avoir tendance, en effet, et assez facilement, à faire gravir les niveaux de l'équipe dans laquelle elles font partie. Vous avez les 4, donc on les appelle des romantiques. Ce sont des personnes qui vont chercher à se démarquer des autres. Alors, se démarquer des autres, ça va être comment? Ça peut être soit en exprimant un certain côté artiste, soit ça peut être aussi tout simplement dans la façon de s'habiller. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui, moi j'en croise assez, je dirais dans la rue, quand on en croise des 4, on va les reconnaître assez facilement. Malheureusement, vous allez me dire, bah ouais, mais là ils catégorisent un peu trop rapidement. Bah peut-être, mais je ne pense pas me tromper de beaucoup. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont chercher à se faire remarquer, souvent c'est sur l'aspect physique, de manière à montrer une certaine originalité, c'est-à-dire que je ne suis pas comme les autres. Donc si un jour vous croisez quelqu'un, une femme qui a les cheveux teints en bleu, avec des fringues un peu originales et puis des chaussures montantes et qui brillent, eh bien, il y a de fortes possibilités pour que ce soit des 4. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir vraiment une sensibilité à fleur de peau. Le petit travers qu'elles peuvent avoir, que ce soit des hommes ou des femmes, eh bien en fait c'est qu'elles ont un moral en dents de scie, c'est cyclotimique. C'est-à-dire que autant un 4, donc là ça ne va pas être à l'envers, si c'est là qu'il faut que je fasse. Autant un 4 peut avoir un moral qui va, voilà, là c'est le moral du 4 qui monte, donc en fait il va carrément, je dirais, avoir une exubérance et puis une expression de soi qui va être exagérée, peut-être même inconfortable pour les personnes qui l'entourent.
Ce sont des personnes aussi qui peuvent faire des achats compulsifs assez facilement parce qu'elles sont vraiment dans un état de joie extrême. Et puis, 2 jours plus tard, on retrouve le 4, limite dépressif, quoi. Et là, c'est le moral dans les chaussettes, rien ne va plus, je vais pas bien, je sais pas ce qui m'arrive. Et puis, bah, une semaine après, hop, ça remonte. Et en fait, alors certaines personnes vont dire, bah ouais, mais tu dois être maniaco-dépressif. Ah non, non, pas du tout. C'est juste que le 4, de par sa typologie, on explique très très bien ce phénomène-là, donc ça sert à rien de prendre des antidépresseurs puisque ça fait partie de sa personnalité. Et c'est pour ça que je propose lors de la formation, justement, bah, s'il y a des 4 qui seront à la formation, et je suis quasiment sûr qu'il va y en avoir, des 3, ça va être plus compliqué parce que, alors je ne vous l'ai pas dit, mais les 3 ont énormément de mal à se remettre en cause, énormément de mal à se remettre en question. Donc généralement, développement personnel, bah, les 3, on va en trouver, mais c'est pas forcément pour servir les autres. Je dis bien pas forcément, je ne dis pas qu'ils sont tous pour se servir eux-mêmes en premier, j'ai pas dit ça, parce que je connais une personne qui est une 3, qui anime des constellations familiales systémiques, et qui excelle dans ce domaine-là et qui fait vraiment les choses très très bien. Donc voilà, je ne fais pas une généralité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que eh bien, les 3, en fait, peuvent vraiment avoir d'énormes difficultés à vouloir faire un travail sur elles-mêmes pour aller mieux. Parce que généralement, comme ce sont des personnes qui ne supportent pas l'échec, eh bien, quelque part pour elles partent d'une certaine perfection d'elles-mêmes et donc elles vont avoir énormément de difficultés à admettre eh bien, qu'elles ont un travail à faire sur elles-mêmes pour aller mieux. Hein. Le problème vient plutôt des autres. Donc les 4, ben, généralement quand il y a un couple, un homme et une femme, et puis qu'il y en a un de deux qui est 4, eh bien, pour le partenaire, ça peut être difficile à gérer d'être avec un 4, surtout lorsqu'il est dans ces phases-là de montée-descente au niveau du moral, parce que eh bien, on a du mal à gérer la personne, on ne sait pas si demain elle ira bien ou si demain elle aura vraiment une phase dépressive. Donc, mais ça s'explique grâce à l'énéagramme. Et du coup, quand on connaît sa typologie et qu'on fait une formation, eh bien on sait comment gérer ses humeurs. On apprend à faire ça. Voilà. Nous avons les 5, typologie 5. Donc là, on va passer dans les typologies qui sont plus dans la réflexion, qui sont beaucoup plus dans le mental. Eh bien, les 5, en fait, ce sont, beaucoup de 5, ce sont des puits de savoir. C'est-à-dire que ce sont des personnes, on va les retrouver très jeunes, qui vont avoir lu des encyclopédies, qui vont tout connaître des châteaux de la Loire, par exemple, ou ça va être des musiciens qui vont tout connaître de certains compositeurs. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une masse de connaissances, et ce sont des personnes qui sont en permanence à la recherche de connaissances. C'est-à-dire que demain, vous partez en vacances avec un 5, vous ne le connaissez pas, bah, vous pouvez être sûr qu'il va vous faire tous les musées, toutes les églises et tous les circuits de visite de la ville. C'est-à-dire que pour lui, il a besoin, en fait, il va vraiment chercher à se nourrir de connaissances en permanence. Alors, c'est pas pour ça qu'il va chercher à les partager par contre. C'est-à-dire que le petit travers du 5, quand il bascule un peu dans son travers, eh bien, c'est qu'il peut garder toutes ces connaissances pour lui. On va parler un petit peu d'avarice intellectuelle. Et donc là, ce qu'il y a à travailler, bah, c'est justement de pouvoir partager tout ça, parce que ce sont des personnes qui peuvent vraiment être passionnantes avec tout ce qu'elles ont à raconter et je dirais tout le savoir qu'elles ont pu acquérir depuis des années. Et donc, les 5, ce sont des personnes, comme je vous disais, qui sont vraiment dans la connaissance, dans l'acquisition de connaissances. Et là où c'est intéressant, bah, c'est que si vous faites partie des gens qui sont dans le faire ou qui sont dans l'émotionnel, eh bien, elles vont vraiment vous apporter toutes ces connaissances qu'elles peuvent avoir. Bref, je me répète, mais bon, vous avez compris. On a les 6. Hop, et là, je vais brancher mon chargeur. Ensuite, donc, on a, je vais regarder s'il y a des commentaires. 3, c'est les pervers. J'ai pas dit que les 3, c'était les pervers. J'ai pas dit que tous les... ce que je vous ai dit, c'est que une personne qui est perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme, la probabilité pour qu'elle soit dans la typologie 3 est de 99,9999999% de chance sur 100. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Le loyal, c'est les personnes, donc en 6, on va les appeler les personnes qui sont loyales. Donc toujours pareil, ce sont des personnes qui sont énormément dans la réflexion, et elles sont beaucoup plus dans leur peur. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais on a tous du stress, on peut tous avoir de l'anxiété, tout ça, ouais, ok. Mais vous avez vraiment
la typologie 6, ce sont des personnes qui vont se générer elles-mêmes des peurs là où il n'y a pas de raison d'y en avoir. C'est-à-dire que, et elles vont se connaître comme ça depuis la tendre enfance, c'est-à-dire que même si leur environnement était sécure, même si on ne les a pas persécutées durant leur enfance, eh bien elles vont se créer, elles vont se générer elles-mêmes des peurs qui ne sont pas du tout, comme la plupart des peurs en fait, qui ne sont pas du tout en fait, comment dire, je cherche mes mots, qui ne sont pas fondées. Donc j'avais une amie par exemple, elle me disait, quand elle avait 20 ans, eh bien, avant de rentrer dans sa chambre, en fait son lit était un petit peu en hauteur, hein, il y avait les 4 pieds du lit, et donc elle, ce qu'elle faisait quand elle avait 20 ans, c'est qu'elle rentrait dans sa chambre, elle sautait sur son lit, parce qu'elle se disait que sous son lit, il pouvait y avoir des bêtes, des monstres, et donc elle pouvait se faire attaquer par ça. C'est-à-dire que ça dépasse la raison, ça dépasse l'entendement, ce sont des peurs infondées que les 6 peuvent se faire. Et on va les appeler des personnes loyales parce qu'en effet, ce sont vraiment des personnes sur qui on peut compter. Je dirais que malheureusement, on peut compter sur elles parce qu'elles ont des peurs. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ah ouais, mais si jamais je fais un pas de travers, si jamais je fais pas ce qu'il faut, ça va me retomber dessus. » Donc ce sont des personnes qui peuvent vraiment être super carrées, super droites dans des équipes professionnelles par exemple. On peut vraiment leur faire confiance, je dirais à 100% confiance aveugle, parce qu'elles ne vont surtout pas faire un pas de travers. C'est conditionné par leur peur. Ok ? Vous avez les 7, on les appelle des épicuriens. Donc les épicuriens, comme vous le savez, ce sont des personnes qui veulent à tout prix profiter de la vie. Et là où les 7, il y en a sûrement qui vont se reconnaître parmi vous, eh bien ce sont des personnes qui peuvent être en effet, je dirais, ce sont des personnes, on va dire, elles sont dans l'intempérance. L'intempérance, c'est quoi? C'est en faire beaucoup, en avoir beaucoup. Et donc les 7, ce sont des personnes qui peuvent vraiment se surcharger d'activités et de travail parce qu'elles ont un besoin en permanence d'être occupées. Pour elles, c'est inconcevable d'être là, rien faire, de ne pas avoir d'activité. Il faut vraiment que leur cerveau, donc les 7 ont énormément d'énergie à revendre, ça c'est sûr, et ce sont des personnes qui vont vraiment avoir besoin justement de se nourrir en étant dans des activités, dans des actions. Mais ce qu'il y a, c'est que les 7, j'en parlais une fois avec une amie qui est 7, elle fait des conférences d'ailleurs sur Nantes, et elle me disait, ouais, moi en fait ce qui se passe c'est qu'en effet je peux être amené à faire beaucoup de choses, tant que ça l'intéresse et que ça lui plaît, tant qu'elle est dans le plaisir à faire les choses, il n'y a pas de problème, elle s'investit complètement, elle met son énergie dedans. Par contre ce qui se passe c'est que s'il y a un moment, il y a un grain de sable qui vient se mettre dans son roulement, c'est-à-dire qu'elle se dit, là j'ai plus trop de plaisir parce qu'il y a un tel qui est rentré dans l'équipe, ça me plaît plus trop, oh, puis là, non en fait l'aboutissement du projet, j'y vois plus trop d'intérêt, et les 7 peuvent très bien reprendre toutes leurs affaires et partir d'un seul coup. Et ce que me disait cette amie, c'est qu'en fait, par rapport à ses amis à elle, et bien en fait, ses amis lui en voulaient parfois parce qu'elle les emmenait pour des projets, pour certaines sorties, pour certaines choses, et puis elle a changé d'avis du jour au lendemain sans prévenir personne, et puis justement, elle reprenait ses affaires et s'en allait. Alors, en fait, c'était très perturbant pour ses amis parce que du coup, ils ne savaient plus trop s'ils pouvaient lui faire confiance ou pas. Donc c'est pour ça que les 7, en effet, ils ont vraiment cette capacité à pouvoir générer beaucoup d'énergie pour agir. Toujours, évidemment, ils sont dans la réflexion, donc ils vont bien réfléchir avant de faire les choses, ils vont bien poser les choses et ça ne sera pas fait au hasard. Mais par contre, méfiance, parce que si vous vous connaissez comme ça, eh bien, je dirais, vous pouvez faire des dommages collatéraux avec les personnes qui veulent vous suivre, avec vos amis, c'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi du jour au lendemain vous aviez peut-être projet de faire une fête, d'organiser une soirée, et puis non, vous passez carrément à autre chose, et les gens vont se dire, non, j'avais prévu ma soirée depuis 3 semaines avec toi, et tout ça, et en fait ça tombe à l'eau, quoi. Les 7, je dirais comme les 3, ont vraiment cette capacité aussi, une capacité sociale à tisser du lien très très facilement, c'est-à-dire qu'ils vont se nouer d'amitié très facilement avec des personnes, parce qu'il y a vraiment cette appétence à créer du lien avec leur environnement, avec des nouvelles personnes. On va passer aux 8. Les 8, on va les appeler des protecteurs, ou il y a aussi un autre terme qui est souvent employé, c'est les chefs. Alors c'est-à-dire que les 8, c'est une typologie qui va avoir tendance à vouloir montrer une certaine puissance, à vouloir, je dirais, surtout ne pas supporter l'impuissance. Et donc les 8, vous allez les retrouver souvent dans des rôles de chefs d'équipe, de dirigeants, de personnes qui vont fédérer des mouvements. C'est-à-dire que vraiment pour elles,
Ça fait vraiment partie de leur nature de créer des mouvements où on va rassembler les gens. Et donc, elles n'auront pas forcément un comportement de chef à vouloir diriger les autres, mais c'est vraiment cette notion de fédérer qui leur est propre, qui peut être super importante et intéressante, en tout cas dans une équipe, pour du travail ou pour une équipe de sport, par exemple, parce qu'elles vont vraiment faire en sorte, si vous voulez, que la constitution de ce groupe soit cohérente et soit plutôt solide. Après, ce sont des personnes qui peuvent très facilement se mettre en colère parce qu'elles vont faire une démonstration de puissance. En fait, des 8, on va retrouver, vous avez beaucoup de rugbyman ou des personnes qui sont un peu taillées comme des armoires à glace, là, chez les hommes, hein. Chez les femmes c'est un peu plus rare, mais vous avez beaucoup d'hommes, en fait, ça se voit en fait sur leur physique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de faire grand-chose pour qu'on sente qu'il y a vraiment une énergie de puissance qui est là. Et donc on va retrouver beaucoup de 8 comme ça. Le travers du 8, qui peut en effet être énormément pris en considération, c'est-à-dire que les 8 peuvent avoir une libido qui est complètement exacerbée à un certain moment de leur vie. Alors là, je pense que vous êtes 36. Ouais, je vois vos photos. Bon, bah là, j'en reconnais quelques-uns. Non, c'est une blague, hein, monsieur. En fait, la libido, les 7, ils sont pas mal aussi au niveau de la libido, hein. C'est-à-dire que pour le 8, je dirais que son énergie, du coup, va être beaucoup plus basée au niveau du périnée. Et ce sont des personnes qui vont avoir besoin de sexe quasiment en permanence. Alors, pas toute la journée, mais si ça pouvait être toute la journée, ça les arrangerait. Alors, il y a certains termes, on voit en énéagramme, qui parlent de luxure. Alors, luxure, moi, je dirais de luxuriance. C'est-à-dire que c'est d'avoir du gros volume, quoi. C'est-à-dire que la luxure vient aussi dans le sens où les 8 peuvent être des gens qui vont manger à outrance, qui vont boire à outrance. C'est-à-dire que ça va être fait dans l'excès. Et on peut avoir un excès de sexualité chez les 8. Alors, s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent, qui se disent, bah ouais, voilà, je suis marié, on a une vie sexuelle épanouie, mais j'en veux toujours plus. Ok, à ce moment-là, en fait, il y a un travail énergétique à faire pour déplacer l'énergie qui est plus centrée sur la partie sexuelle, pour au contraire la faire se dissiper, je dirais, dans tout le corps, et non pas que ce soit que centré à cet endroit-là. C'est un exemple. Je connais une personne, un ami, qui lui est un 8 bien comme il faut, et pour vous citer l'exemple, en fait, pour, je dirais, satisfaire son appétit sexuel, un jour, il a monté une boîte échangiste. C'est-à-dire qu'il était complètement dans son élément. Voilà, c'est un extrême, mais il n'est pas le seul. Vous avez des 8 qui peuvent être mariés, et puis en fait tous les après-midi, voilà, c'est un témoignage, tous les après-midi, de telle heure à telle heure, on va avoir une petite partie avec quelqu'un, et c'est ça tous les jours parce qu'il y a besoin de nourrir cet appétit sexuel. Donc les 8, s'il y en a qui se reconnaissent, voilà, c'est en fait votre hyper libido est justifié pour moi avec votre typologie, parce que vous allez avoir plein d'autres caractéristiques qui vont en découler. Et donc ça peut se travailler si vous voulez diminuer cette libido. Les 9, on va les appeler des médiateurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une énorme capacité à arrondir les angles. Ce qui peut être un peu énervant parce qu'en fait, elles vont avoir du mal à faire des choix. C'est-à-dire qu'elles ne vont peut-être pas forcément voir le mal chez certaines personnes. Elles vont souvent voir le bien chez quasiment tout le monde. Et donc ce sont vraiment des personnes, c'est pour ça qu'on les met en haut au niveau de l'énéagramme, c'est-à-dire que quelque part, elles recouvrent toutes les autres typologies et elles vont s'entendre avec tout le monde. D'une manière générale, ça va être ça. Mais ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir énormément de difficultés à faire des choix parce qu'elles ne savent pas ce qui est bien, elles ne savent pas ce qui est mal. Et donc, ça les empêche quelque part de prendre une décision et de pouvoir faire les bons choix. Mais chez les 9, qu'on va retrouver aussi, c'est la procrastination. Alors vous allez me dire, mais un 3 il procrastine aussi, un 4 aussi. Ouais, on est d'accord. Mais quand même, chez le 9, ça fait partie des catégories de personnes qui vont procrastiner, donc c'est remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire à l'instant T. Et bien tout simplement parce qu'elles ont cette difficulté fondamentale à faire des choix. Et des fois, un 9 peut paraître un peu comme feignant, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est juste qu'il ne peut pas agir, il ne peut pas bouger, parce que pour lui, c'est compliqué de faire des choix. Donc on peut avoir un jugement vis-à-vis de certaines personnes qui peut être plutôt négatif, c'est-à-dire qu'on va traiter la personne de feignante, mais c'est pas qu'elle est feignante, c'est juste qu'elle a vraiment énormément de difficultés à pouvoir analyser ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Alors, je vous parle aussi d'un outil que moi j'utilise. En fait, ce sont des cartes ce sont 3 jeux de cartes. Alors, c'est pas moi qui les fais, je pourrais vous mettre en lien où est-ce qu'on peut les trouver. En fait, ce sont des jeux de cartes
qui vont parler. Voilà, je vous les montre ici. Et là, c'est pareil, ça va être à l'envers, donc c'est pas cool. Ce sont des cartes qui vont soit pouvoir permettre à la personne d'exprimer ses ressentis. Donc vous avez 70 cartes à chaque fois où la personne va pouvoir exprimer ses ressentis. Alors évidemment, ses ressentis émotionnels, ça va être facile pour les 2, 3, 4, on est d'accord. Mais j'ai aussi le même jeu de cartes dans la même collection, ça va être pour exprimer ses besoins. Ah ben là, les besoins, ça peut être intéressant pour toutes les typologies. Parce que chacun peut faire une liste de besoins. Moi, j'ai besoin de sécurité. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Moi, j'ai besoin d'acquérir des connaissances. Vous voyez? Ça vient assez facilement, c'est-à-dire qu'on soit dans le ressenti, le faire ou la réflexion, les besoins peuvent venir assez facilement. Et puis, vous avez le même jeu de cartes dans la même collection qui est sur les émotions. Alors là, les émotions, c'est toujours la même chose. Les 2, 3, 4, pour eux, les émotions, ça peut venir assez facilement. Pour les autres, plus difficilement. Mais grâce à ces jeux de cartes, moi, je l'utilise assez souvent en consultation. Pour une personne qui se sent un peu perdue dans sa vie, qui ne sait pas ce qu'elle veut, eh bien, ok, quels sont tes besoins? Ok, la personne va prendre conscience de ses besoins. En fonction des, je dirais, des 5-6 besoins principaux qu'elle a besoin d'assouvir, eh bien, je vais lui demander est-ce qu'elle mette des ressentis. Qu'est-ce que ça te fait, le fait d'avoir besoin de ceci, d'avoir besoin de cela? Ah bah ouais, j'ai besoin de sécurité et du coup, je me sens un peu oppressé, je me sens apeuré. Ok, donc on va mettre les ressentis et on va mettre après les émotions qui en découlent. Ce qui fait que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une typologie qui n'a pas de porte d'accès directe sur les émotions comme les 2, 3, 4 que l'on n'arrivera pas à faire un travail sur soi. Bien au contraire, ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir se dire, eh bien, ok, il y a des outils qui existent de manière à ce que je puisse mieux me connaître et beaucoup mieux m'écouter. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir s'écouter soi-même. Écouter les autres, c'est facile. Savoir ce que veut quelqu'un d'autre, c'est facile. Surtout quand il exprime, évidemment. Mais est-ce que vous arrivez à vous écouter vous-même pour savoir ce que vous voulez? Eh bien, je suis sûr que non. Il y en a plein parmi vous qui vont avoir des difficultés à se dire, bah ouais, concrètement parlant, de quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et après, par rapport à ce que vous voulez dans la vie, eh bien, qu'est-ce que ça sous-entend? Si vous avez besoin de plus de sécurité, par exemple, j'ai une personne qui est venue l'autre jour, elle m'a dit, je voudrais travailler sur la notion d'argent, parce que pour moi, je veux avoir suffisamment d'argent pour me sentir en sécurité. Je lui dis, ok, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, tu te fermes. Parce qu'en fait, pour cette personne-là, ça veut dire, si j'ai assez d'argent, je vais me sentir en sécurité. Et ce qui veut dire que peut-être qu'avec 50 euros, elle se sent en sécurité. Donc elle n'a pas besoin d'avoir plus que 50 euros. Donc ça veut dire qu'elle se ferme à une sorte d'abondance financière. Et comme elle est chef d'entreprise, cette personne, eh bien, on fait un travail dessus, justement, pour faire en sorte que cette énergie de restriction par rapport à l'argent qui est en relation avec la sécurité, eh bien, ne soit plus du tout la même. Et qu'au contraire, elle dise, ouais, je m'ouvre à l'abondance financière, même si je trouve 1 centime d'euro par terre, eh bien, quelque part, c'est l'abondance. Vous voyez, je ne vais pas me fermer à 1 centime d'euro. Et par contre, je vais accepter toutes les choses peut-être gratuites qui vont s'ouvrir à moi, peut-être un nouveau marché, peut-être de nouveaux clients. Et il y en a peut-être parmi vous qui sont à leur compte et qui se disent, ouais, il y a des clients, je ne les prends pas parce que je ne suis pas sûr de moi, parce que je doute, parce que ceci, parce que cela. C'est dommage en fait, parce que quelque part, si la personne vient à vous, c'est que vous avez forcément quelque chose à lui apporter. Elle ne vient pas à vous par hasard, quoi. Et donc ça fait partie de l'abondance. Moi, je vais regarder les commentaires. Bon, je dois être un 9. Je ne sais pas. Superbe, je suis 9. Excellent. Fabienne, tu es 8, 3. Je sais pas. Donc voilà. Au niveau de l'énéagramme, là, la soirée touche à sa fin, donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, après, j'ai un eczéma au coude à traiter. Donc on va aller chercher ça. Moi, je vous avais dit, je vous ai fait une petite vidéo, je ne sais plus, il y a 2 jours, où j'ai dit que vous pouviez... Là, je suis à l'Amazonie à Rosé. Donc j'avais invité qui voulait venir à venir, en fait. Et en fait, voilà, après la visio là, de ce soir, eh bien, on va aller chercher là l'origine émotionnelle de l'eczéma de manière à déprogrammer, parce que si on programme, il est déjà programmé, mais à déprogrammer l'eczéma, on va pas faire l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Et donc, je pense que je réitérerai cette expérience de faire, voilà, dans cette magnifique salle qu'est l'Amazonie à Rosé, le Facebook Live, et en même temps, après, eh bien, on s'éclate de 21h à 22h à faire de la constelle.
Y a-t-il une rediffusion de cette vidéo, s'il vous plaît? J'en ai loupé la moitié. Ah bah Sandrine, écoute, ça tombe bien, elle est en replay. Là, elle sera sur Facebook, elle est en replay jusqu'à un certain temps. Sachant que bah, vous pouvez voir sur ma page Facebook, en fait, il y a une vingtaine de Facebook Live qui sont en replay. Vous en avez sur des problèmes de santé comme bah, les problèmes de peau, les infections urinaires, l'origine émotionnelle des infections urinaires. Ça en intéresse? L'endométriose, sur le cancer, l'origine émotionnelle des maladies d'une manière générale. Et vous en avez plein d'autres sur... je vous laisse aller voir. En fait, dans la description de la soirée de ce soir, je vous ai cité, je vous ai énuméré tous les sujets que j'ai déjà abordés jusqu'à présent. Et toutes les vidéos sont en replay sur Facebook. Et cet été, normalement, je vais toutes les basculer sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Grégory Pelletier. Je sais, c'est très original, mais c'est comme ça. Et elles seront forcément toutes là en diffusion libre sur YouTube, sachant que du coup ça sera beaucoup plus facile pour vous d'y accéder, parce que là autant il faut aller chercher sur Facebook quelle vidéo peut vous intéresser, alors que sur YouTube vous aurez directement le titre et un descriptif. Peut-on être plusieurs numéros en même temps, ou bien sommes... j'ai le truc qui va trop vite. Deux types de dominants, ensuite un T. En fait non, on peut pas... En fait... on est un peu de tout à la fois. Mais une personne altruiste, moi par exemple, j'ai un côté altruiste, et je ne suis pas deux. Mais c'est évident qu'une personne qui est altruiste, si elle me dit moi je suis infirmière, je suis aide-soignante, ou je suis dans un commerce et ce qui me plaît beaucoup c'est de conseiller les gens, je vais lui dire bah oui, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné du tout. Et puis si jamais c'est un 5 qui me dit bah moi c'est pareil, je tiens un commerce, et puis qui me dit, bah, moi ce que j'adore partager, c'est ma passion pour ceci, pour cela, les bouquins que je vends. Imaginez, vous avez un 5 qui tient une librairie. Mais moi je vais le voir tous les jours, le mec, parce qu'il saura me dire exactement quel bouquin va m'intéresser, et c'est un puits de science. Okay, alors je dis le mec, ça peut être la dame, on est d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu de 3 typologies? Alors j'en ai pas parlé, je fais des Facebook Live, ça dure 1 heure, c'est pas pour vous saouler pendant des heures et des heures, hein. Je fais du concis, j'essaie de donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Après, il y a une formation pour ça. Mais en effet, si on prend un 1 par exemple, on va dire qu'il a une aile en 2 et une aile en 9. C'est-à-dire que durant une grande partie de sa vie, le 1 par exemple peut être beaucoup plus influencé par une typologie 2. Et puis à un moment dans sa vie, ça va basculer. Il va être beaucoup plus influencé par une typologie 9. Et après, là on ne le voit pas ici, mais on a ce qu'on appelle des jambes, c'est-à-dire qu'on est raccordé aussi à 2 autres typologies. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que par exemple, si vous prenez un 8 et un 4, eh bien ce sont des personnes qui peuvent avoir, je dis bien qui ne vont pas forcément, mais qui peuvent avoir énormément de difficultés à s'entendre, parce que là, de par l'énéagramme, elles sont carrément opposées. Elles sont vraiment diamétralement opposées. Et si elles sont chacune dans leurs extrêmes, le 8 ne va pas supporter les faiblesses du 4. La faiblesse du 4, ça va être son petit état dépressif, par exemple. Enfin, quand je dis petit état dépressif, pour les 4, ça peut être vraiment très profond. Mais parce que le 8 ne va pas supporter ça. Et le 4, lui, peut être, entre guillemets, je dirais, apeuré, parce que va incarner le 8, la puissance du 8. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, dans les relations interpersonnelles, c'est super intéressant d'observer ça. Si vous avez affaire à un 3 et puis vous me dites, mais cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, c'est mon chef ou c'est un collègue, mais j'arrive pas à le sentir, parce qu'en fait, il est tout le temps là en train de brasser de l'air, de chercher à se faire mousser, de se valoriser, alors que vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et on va comprendre très facilement. Mais du coup, c'est soit vous acceptez la personne telle qu'elle est, parce que c'est une typologie 3, et vous savez que fondamentalement, il n'est pas méchant le 3, c'est juste qu'il a besoin de reconnaissance. Ou bien alors, ça vient vraiment vous travailler en vous, vous titiller en vous, peut-être un manque de confiance que vous avez en vous justement pour vous faire valoriser, alors que le 3, lui, ça ne lui pose aucun problème. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est de voir quel est l'effet miroir que fait l'autre personne avec vous. Okay, donc en fait, l'énéagramme, ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas là pour renfermer une personne dans une typologie, c'est au contraire pour l'ouvrir à soi-même et l'ouvrir à toutes les autres. Et à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'une personne peut fonctionner de telle ou telle manière. Quand vous avez affaire à un 9, par exemple, à un collègue 9 qui est complètement bloqué dans ses choix, dans ses décisions, vous pouvez très bien l'accompagner, lui aussi, du coup, à lui dire, écoute, tu peux peut-être faire un petit travail sur toi, mais en poser par écrit quels sont tes besoins, etc., etc., de manière à ce que la personne arrive beaucoup plus à s'écouter elle-même.
Alors en fait, on change en permanence, on s'adapte en permanence au milieu dans lequel on est. Si vous prenez un 6 par exemple, lui, tant qu'il est dans sa zone de confort, en fait, bah, il va vraiment exprimer son 6. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un de loyal, ce sera quelqu'un qui sera vraiment eh bien, très droit, je dirais très droit dans ses bottes. Par contre, dès qu'il y a un 6, bah, c'est une personne qui peut être facile, qui est stressée, je dirais, qui a des peurs en permanence. C'est ce qui caractérise sa typologie. Mais si elle est vraiment face à une situation qui l'amène dans un surstress, là, elle va vraiment passer dans je dirais, un extrême dans sa typologie. Et grâce à l'énéagramme, et bien, du coup, elle saura que, comme c'est une 6, elle passe dans un extrême dans une autre typologie. Et donc, elle va avoir des outils pour pouvoir travailler sur elle de manière à mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions de stress, de manière à retourner ici, de retourner à qui elle est réellement. Et pour pouvoir, je dirais, par la suite, passer dans sa zone de confort. Alors j'ai dit, peut-on changer de typologie? Non, la typologie évolue, mais fondamentalement, on reste toujours la même typologie. On est toujours à la même typologie. Alors ça rejoint la numérologie. En fait, j'y connais rien en numérologie. Sûrement qu'à certains niveaux, la numérologie, c'est super vaste. Je veux dire, c'est énorme, c'est une science à part, hein, c'est vraiment une science à part entière. Sûrement qu'à certains égards, on va retrouver certaines choses. Moi, par exemple, je suis en chemin de vie 5 et je ne suis pas du tout un 5 là. Voilà, par exemple. Hein. Donc, par rapport à la numérologie, là, on ne s'y retrouve pas. Mais je pense qu'il y a forcément des jonctions communes. Ouais, c'est obligé. Et de même avec l'astrologie. Hein, quelqu'un qui se ferait une étude vraiment de son signe astrologique, bah, je suis quasiment sûr et certain qu'on va rejoindre certains éléments de l'énéagramme. C'est quasiment sûr. Ok. Donc, tu es quoi, Fabienne Novin? Eh bien, pour savoir quelle typologie je suis, il faudra venir à ma formation. Bon, eh bien écoutez, merci à vous toutes et à vous tous. Et donc, bah, si vous voulez retrouver l'actu, c'est sur mon site boostez-vous.fr. Des questions, c'est contactgp44@gmail.com. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Et en tout cas, bah, pour ceux qui seront là, à mercredi prochain. Puis autrement, toutes les vidéos sont en replay sur Facebook. Allez, à bientôt. Au revoir.